Bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Hicham Rafii, doctorant à l'INSA de Safi. Je travaille sur la modélisation de transistors MOS de puissance. Premièrement, permettez-moi de remercier l'équipe de la conférence eWave 2024 d'avoir donné aux participants qui n'ont pas pu participer à cette conférence en personne la possibilité de présenter leurs travaux de recherche en ligne. Durant cette présentation, Inch'Allah, je vais présenter un modèle que j'ai développé récemment pour les MOS de puissance à base de carbure silicium. Le contenu de cette présentation sera comme suit. Donc, tout d'abord, dans l'introduction, on va voir pourquoi on a choisi le carbure silicium. Le deuxième point sera consacré aux problématiques de la modélisation électrique des transistors MOS de puissance, plus particulièrement les transistors à base de carbure silicium. Dans le troisième point, on va voir le modèle que j'ai développé. Le quatrième point, on va discuter le résultat issu de ce modèle-là et on va finir par une conclusion. Alors, tout d'abord, pourquoi choisir les transistors à base de carbure de silicium? Alors, premièrement, à savoir que les MOS de puissance sont des très bons interrupteurs utilisés dans les applications de puissance, sont largement utilisés vu qu'ils disposent d'une impédance d'entrée très grande, une fréquence de commutation très élevée et ils sont thermiquement stables. Donc là, comme vous voyez, une structure interne d'un MOS de puissance. Donc il dispose de trois connexions, la source, la grille et le drain. Concernant le principe de fonctionnement, c'est très simple. Quand est-ce que la tension de commande VGS elle est inférieure à VT, c'est la tension de C, c'est une valeur donnée par le constructeur. Il n'y a pas de courant qui circule entre le drain et le source, quelle que soit la tension opérationnelle ou bien la tension en charge VDS. Pourquoi? Parce que la jonction N-drift P-base sera polarisée en inverse. Si cette fois VGS est supérieur à VT, tension de seuil, les porteurs minoritaires de la région P-base se regroupent dans cet emplacement-là pour former une canal. Et ainsi, un courant va circuler entre le drain et la source si VDS est supérieur à 0. Donc voilà. Concernant la performance de ces composants-là, elle est déterminée principalement par deux paramètres. Donc le premier, c'est le R1 spécifique, c'est-à-dire la résistance spécifique par unité de surface à l'état passant. Et VBR, c'est ce qu'on appelle breakdown voltage. En français, c'est la tension de plaquage, c'est-à-dire la tension maximale qu'il peut supporter le composant à l'état bloqué. Donc, à savoir que ces deux paramètres ils sont liés par ce qu'on appelle la limite de silicium, c'est-à-dire pour les composants à base silicium. Voilà, donc comme j'ai déjà dit, ils sont régis par une équation qui s'appelle la limite de silicium. C'est exactement le R1 fois la surface égale à 8,3 fois 10 puissance moins 9 fois VBR puissance 2,5. Donc, si on souhaite augmenter VBR, donc à savoir que plus que le composant est performant, plus que la tension de claquage elle est très grande, plus que la résistance est faible. Donc, si on souhaite augmenter VBR, alors on est face à deux cas. Donc, si cette fois on souhaite garder la surface constante, on est obligé d'augmenter la résistance. Augmenter la résistance va nous conduire automatiquement à augmenter les pertes par effet Joule du terme RI carré. Et comme vous savez, la conductivité thermique du silicium elle est très faible. Elle apparaît ce qu'on appelle des points chauds dans le composant. Par la suite, on aura un échauffement du composant. Bon, si on ne souhaite pas griller notre composant, donc voilà, on souhaite garder la résistance constante. On est face à
augmenter la surface. Et cela va nous conduire à un composant qui est encombrant. Et ça, c'est mal souhaité. Pourquoi? Parce que les électroniciens toujours souhaitent à miniaturiser leurs composants. Donc, pour ces deux raisons, les structures conventionnelles à base de silicium, elles sont limitées à 600 volts à peu près. Pour briser cette limite-là, les électroniciens ont proposé deux solutions. La première, c'est de réfléchir à ou bien développer de nouvelles structures pour les monstres de puissance, comme par exemple les IGBT ou bien les superjonctions. Mais cette fois-ci, il apparaît d'autres problèmes qui sont liés à la physique des composants, comme par exemple pour les IGBT. On a un problème de la fréquence de transition qui deviendra très faible. Pour les superjonctions, on aura un problème de la sensibilité de Weber par rapport à la différence entre la région N et P. C'est pour cela que cette solution n'est pas adoptée actuellement. La solution qui est adoptée pour le moment, c'est ce qu'on appelle les semi-conducteurs à large bande interdite, ou bien wide bandgap semiconductors. C'est ça la deuxième solution. Donc, dans ce cas-là, il apparaît d'autres, bien de nouveaux matériaux pour la fabrication de composants électroniques de puissance, comme par exemple le carbide de silicium, GaN, diamant, etc. Donc, ici, une comparaison entre le carbide de silicium et le silicium. Donc, comme vous voyez, le carbide de silicium, dans pratiquement toutes les propriétés physiques, il est meilleur que le silicium. Il a une bande, bien, il a une large bande interdite, il a un champ critique très élevé, ce qui lui permet de travailler dans des applications très haute tension. Il a une conductivité thermique très grande et un point de fusion très important, donc, ce qui lui permet de travailler dans les applications de haute température. Et il a une vitesse de saturation aussi très importante, ce qui lui permet de travailler dans des applications de haute fréquence, c'est-à-dire des applications télécom. Donc ici, une comparaison du compromis R1 spécifique VBR entre plusieurs matériaux de fabrication électronique. Donc, comme vous voyez, le carbure de silicium et le GaN présentent le meilleur compromis. Il y en a parmi vous qui va me dire que le diamant c'est le meilleur parmi eux, mais malheureusement, le procédé de fabrication du composant à base de ce matériau-là, actuellement, il est très coûteux. Donc c'est pour cela le diamant n'entre pas en jeu dans le cas actuel pour l'électronique de puissance. Passons maintenant aux problématiques de la modélisation électrique des transistors de puissance. Donc, à savoir que les modèles standards fournis par les fournisseurs ne représentent pas les composants réels. Donc, ils ont des problèmes de convergence, ils ont des problèmes de précision, etc. Pour cela, le modèle proposé doivent premièrement avoir un circuit qui est très simple, ou bien des équations très simples, et avoir aussi un nombre réduit de paramètres, cela pour avoir un temps de simulation qui est très court, doivent tenir compte des effets de second ordre, comme par exemple le cas de saturation, transition graduelle entre la région linéaire et saturation, comme nous allons le voir dans les résultats. Avoir aussi, ou bien être accompagné d'une méthode d'extraction très efficace, et aussi doivent être utilisés dans le cas où aucune information technologique n'est disponible pour le composant, parce que ces informations-là, ou bien ces paramètres technologiques, dans la plupart des cas, ils ne sont pas donnés par les constructeurs, parce que ce sont des informations confidentielles. Donc, les paramètres technologiques, par exemple l'épaisseur de l'oxyde, niveau de dopage, etc. Maintenant, on va voir le modèle proposé. Donc voilà le modèle proposé. Donc il est basé sur les deux régions des transistors de puissance, la région linéaire et la région de saturation. Donc le courant il est modélisé par deux équations pour chaque région.
Et le courant global, c'est la somme des deux courants, dans les deux régions. En bas, ici, là, donc, comme vous voyez, les paramètres qui dépendent de la température et l'équation. Donc, ce qui lui permet, ou bien ce qui permet à ce modèle-là d'être scalable en température. Passons maintenant à la méthode d'extraction des paramètres. Le principe de cette méthode est de chercher la meilleure configuration des paramètres qui va minimiser l'erreur entre l'expérimentation via la simulation et le modèle. C'est pour cela qu'on a utilisé un algorithme d'optimisation mathématique. C'est exactement l'algorithme Liebenberg-Marquardt. En fait, c'est une amélioration de la méthode Cauchy-Norton. La fonction objectif, c'est exactement, comme j'ai déjà dit, la différence entre l'expérimentation et le modèle. Donc, I de I représente la valeur expérimentale à VDS égale à VDSI et VGS égale à VGSI. I de X, VGSI, VDSI, c'est exactement l'équation de modèle appliquée à modèle, l'équation de modèle appliquée pour VDS égale à VDSI, VGS égale à VGSI. Et X, elle représente le vecteur de paramètres recherchés. Voilà. Passons maintenant au résultat. Voilà. Donc, comme vous voyez, le modèle représente parfaitement les simulations. Ici, c'est les caractéristiques de sortie à la température 25 degrés. Donc, IDS en fonction de PDS. Voilà. Ici, les caractéristiques de sortie pour la température 125 degrés. Là, pour 225. Ici, les caractéristiques de transfert, IDS en fonction de VGS. Donc, comme vous voyez, donc, cette fois-ci, le modèle colle parfaitement avec les simulations. Donc, voilà. Conclusion. En conclusion, notre modèle est simple, continu et précis. Il est scalable en température, ce qui lui permet de modéliser le composant dans n'importe quelle température. Il contient un nombre de paramètres réduit, ce qui rend le temps de simulation de ce modèle très court. Le plus important, il est accompagné d'une méthode d'extraction très efficace. Voilà, il me reste qu'à vous remercier pour votre attention.